France, les vraies voix de l'emploi. Philippe David. Avec Loc Plus et Apex Location, construisez votre avenir dans un groupe performant. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Juste avant de revenir sur cette émission, on vous rappelle quand même qu'on sera en direct à partir de 20h avec Philippe David pour la conférence de presse qu'on diffusera en direct sur Sud Radio du président de la République. En attendant, ce soir, on vous parle de deux métiers, la boulangerie et la boucherie, deux institutions emblématiques de la France qui tissent des liens indissociables entre la tradition et la modernité. Chaque jour, 12 millions de clients visitent les boulangeries. Le secteur de la boulangerie-pâtisserie comprenant environ 32 000 sociétés, 35 000 points de vente, domine le commerce de détail alimentaire. Actuellement, 6 milliards de baguettes sont produites. On fera le point du secteur avec et des formations avec d'abord Dominique Enract, qui sera avec nous dans quelques instants, président de la Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française. Laurent Bergeron, boulanger dans le 7e arrondissement de Paris. Je m'en lèche les babines, forcément. Estelle Lévy, directrice du développement territorial à la Confédération nationale de cette boulangerie-pâtisserie française. Il y aurait plus de 18 000 boucheries artisanales sur le territoire et le secteur enregistre près de 2,441 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Après une année 2020 plus que positive, une année 2021 enregistrant un bon engouement des consommateurs, 2022 se termine avec un constat mi-figue, mi-raisin. Les consommations restent en hausse, mais avec l'inflation, les bouchers craignent un ralentissement de leur activité. On aura le plaisir d'avoir avec nous quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio, Véronique Langlais, présidente du syndicat des bouchers de Paris et vice-présidente de l'Académie de la viande. On aura deux bouchers, un couple de boucher qui s'est installé dans la Caderousse, dans le Vaucluse, Ludivine Alexandre Vidal, et une apprentie qui travaille chez Véronique Langlais, Clarissa Bertullo. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Dominique Enract, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française, accompagné de votre directrice du développement territorial, Estelle Lévy. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et un maître en matière de boulangerie, Laurent Bergeron, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes dans le 17e arrondissement de Paris. 7e. Dans le 7e, pardon. Parce que peut-être que vous allez en ouvrir dans le 17e. C'est Véronique Langlais qui est dans le 17e. Non, mais peut-être. Vous allez voir que peut-être. Une prédiction chez moi. Dominique... Alexandre Delovan qui fait l'émission de voyance, c'est de la concurrence avec Cécile de Vénibus. Dominique Enract, on va faire un espèce d'état des lieux de cette boulangerie. On en a beaucoup parlé pendant le confinement où ils sont tous restés ouverts. Ça a été très difficile sur des sujets forcément liés à l'inflation, liés aussi à l'énergie. On en est où aujourd'hui ? Alors bonsoir, écoutez, oui effectivement on a passé une année qui a été, on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire qu'on a déjà eu des crises de farine, des crises de beurre. Là, on a eu la farine, le beurre, le sucre, les œufs, l'énergie. En fait, il n'y a pas de choses qu'on n'a pas eu cet hiver. Donc, la boulangerie a quand même été résiliente, puisqu'après avoir traversé ce Covid, elle a en fait eu beaucoup de soucis. On a quand même aussi beaucoup de fermetures, notamment dans des petits villages. On a quand même 200 boulangeries qui ferment chaque mois, mais 250 ouvertures. Donc, on est en positif, et ceci depuis 2012. Donc, ça prouve que c'est quand même un marché qui fonctionne bien et que c'est résilient. Aujourd'hui, que représentent les boulangers traditionnels par rapport à l'ensemble du marché ? Écoutez, on a ce qui est quand même bien au niveau de l'artisanat, c'est qu'on est encore en majorité, c'est-à-dire qu'on a plus de 50% de boulangers artisans, pas loin de mettre de 60, et on a par exemple la GMS qui fait 9%, et ensuite les chaînes qui font le reste avec la boulangerie industrielle. Donc en France, et ça c'est unique en Europe, la boulangerie se porte quand même très très bien. Laurent Bergeron, vous êtes boulanger dans le 7e arrondissement de Paris, très réputé, une boulangerie très, très réputée. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que depuis 2020, c'est quand même un peu plus difficile, ou finalement vous avez réussi à baisser la tête et à passer toutes les épreuves ? Alors il y a eu l'après-Covid, dès que tous les commerces ont rouvert, qui était bien, ça a bien marché. Et après il y a eu effectivement l'inflation, qui est arrivée petit à petit, on l'a pas vu venir. Les matières premières, après l'électricité l'année dernière, et effectivement ça c'était un peu un passage compliqué. Bon, on s'est adapté, on fait attention du coup plus au prix, on fait attention à ce qu'on achète, les marges, tout ça. Donc du coup on arrive à bien s'en sortir. Là maintenant ça va, on commence à être rodé. On a augmenté nos prix aussi. Oui. Ouais. Ça va pas trop grincer des dents ? Non, parce que ils comprennent finalement les. Ouais, ils comprennent. On en parle beaucoup, et puis s'ils veulent
toujours avoir de la qualité, qu'on fabrique tout maison, il faut qu'on augmente le prix, quoi. Tiens, il y a régulièrement des concours de la meilleure baguette. C'est quoi la qualité pour être un bon boulanger ou même un excellent boulanger? Alors c'est de l'amour. Beaucoup d'amour. Non, mais il faut s'appeler Laurent Bergeron, pas uniquement. Non, ce qui est important, c'est les matières premières, évidemment, le beurre, la poudre d'amande, ça c'est des matières importantes dans la galette. Et puis après le savoir-faire, quoi. Je veux dire, la manière qu'on fait le feuilletage. Et puis. Pour revenir sur votre parcours, puisque dans un instant on va parler formation avec Estelle Lévy aussi, ce qui est important. Elle vient d'où votre histoire? Vous commencez Mon où? parcours? Oui, c'est ça. Alors j'ai commencé en charcuterie, Oui. charcuterie traiteur. Ah bon? Voilà. Ouais, j'ai commencé par là. Vous allez pouvoir échanger avec Véronique Langlais. Il sait tout faire, c'est moi. Et puis après j'ai dévié dans la boulangerie, puis après la pâtisserie. Voilà, j'ai travaillé à République. Et pourquoi pourquoi tout à coup on change de... Pourtant ce sont des métiers très différents quand même. Oui, parce que la pâtisserie m'a plu. Vraiment, c'était un domaine. C'est du salé au sucré, c'est ça? C'est ça. Ouais, ça m'a plu. Et puis après, je suis parti 3 ans en Suisse aussi, c'était très intéressant. Et après, je suis revenu sur Paris, je me suis installé. Dominique Enract, est-ce que la boulangerie est propice à la reconversion professionnelle? Bien sûr, on a de plus en plus de reconversions. Alors, Laurent n'est pas une reconversion pure, puisqu'il a vraiment fait ces 2 CAP, ce qui l'ont servi aujourd'hui pour le snacking. Mais là, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont des architectes, des banquiers, des gens qui travaillent dans des grosses entreprises et qui d'un seul coup veulent se réaliser, qui ont un vieux rêve de boulanger ou quelqu'un dans la famille, et d'un seul coup, ils passent un CAP. Et là, on en a 14% de reconversion. Et des gens qui réussissent plutôt bien. Allez. Comme c'est les vraies voies de l'emploi, tiens, c'est quoi la journée type d'un boulanger? On travaille en horaire décalé, Laurent Bergeron, très tôt le matin. Alors oui, il y a le boulanger, vraiment, c'est le premier qui arrive dans le labo. Après, on a les pâtissiers. Donc le boulanger vers 1h, 2h, les pâtissiers vers 3-4 heures. Du matin, c'est pas l'après-midi. C'est bien de le confirmer. Sinon c'est cool. Et puis après, il y a la partie traiteur qui arrive vers 5-6 heures. Et après les vendeuses, quoi. Voilà pour. D'accord. Et on termine à quelle heure? Parce que si on commence à 1h du matin, il faut se coucher tôt. Oui, bien sûr. Le boulanger termine vers 10h, les pâtissiers vers midi, 1h. Et puis après, les vendeuses, il y a le relais. Voilà, le matin, l'après-midi, voilà. Est-ce que c'est ces horaires aussi qui a nuit un peu à l'image de la boulangerie, qu'on disait pénibilité, difficulté en tout cas pour une jeunesse de se lever le matin? Écoutez, j'ai l'impression que les jeunes sont habitués, puisque, regardez, on a plus de mal à trouver un boulanger de l'après-midi qu'un boulanger du matin. Ah bon? Matin, les gens, ils travaillent la nuit. Donc, effectivement, les week-ends, etc., dès qu'on a des jeunes qui ont pris la passion du métier, je dirais que les jours de congé, on le sait, et en plus, il y a la possibilité d'avoir des horaires de jour, de nuit, d'avoir les week-ends. Donc ça, on sait qu'aujourd'hui, c'est pas un problème. Mais ça, je le dis vraiment, boulanger de nuit, c'est plus facile à trouver qu'un boulanger de l'après-midi. Ah bon, c'est étonnant. Quand vous avez décidé d'aller en boulangerie, vous, est-ce que finalement, c'était un secteur qui était porteur ou à l'époque, c'était un petit peu... Parce qu'on sent bien que, d'abord, on sent bien que la télévision a fait beaucoup aussi pour les boulangers. Aujourd'hui, ça aide aussi et sur la gastro en général, la gastronomie en général. Est-ce que c'était un secteur qui avait le vent en poupe encore comme aujourd'hui déjà? Alors non, pas à ce point-là. Ouais. Je pense que c'était dans les débuts déjà des réseaux sociaux, et donc du coup non, c'était vraiment dans les débuts, quoi. Ouais, c'était les débuts. Féminin, masculin, Dominique Enract, aujourd'hui on en est où? Alors ça, c'est vraiment un métier qui s'est bien féminisé. Là, on a été très fort là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en pâtisserie, aujourd'hui, il y a plus dans les écoles de filles que de garçons. Ah oui? Et très nouveau, la boulangerie, maintenant, il y a 30% de femmes. Ah bah ouais. Et il y a 2 ou 3 ans, c'est au meilleur jeune boulanger de France, c'est une boulangère qui a gagné. Et ben voilà. Donc elle se débrouille plutôt bien. La reine de la baguette. Allez, on va à la pub maintenant. Oui, très bien. Moi, je vous mène à la baguette, vous avez remarqué, hein. C'est le cas de le dire. Tant que vous ne mettez pas des pains, ça va. Oui, c'est ça. Nettoyer le pain sur la planche. On revient dans un instant. On va vous parler comment devenir boulanger, quelles sont les possibilités, les formations, les CAP. On en parle dans un instant avec Estelle Lévy. À tout de suite.
Dans ces vraies voies de l'emploi, on vous prévient tout de suite, vous allez prendre des kilos. Oui, c'est comme ça. En tout cas. Et ça fait du bien. Mais oui, ça fait du bien. Dominique Enract est avec nous, président de la Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française. C'est une star, hein, Dominique Enract. On le voit partout. Laurent Bergeron, une star aussi dans son métier, boulanger dans le 7e arrondissement de Paris. Si vous avez la chance d'être à Paris, allez-y parce que c'est vraiment très très bon. Et Estelle Lévy, directrice du développement territorial à la Confédération nationale de cette boulangerie-pâtisserie française. Et forcément, on a envie de vous demander, d'abord, est-ce que c'est compliqué? Je vais lui demander à Laurent Bergeron, est-ce que le CAP, finalement, boulangerie, est compliqué? Si on connaît bien les bases, si on a un bon patron... si vous commencez avec des si, on va pas s'en sortir. Non, c'est relativement facile si on aime ce qu'on fait, oui. Et puis qu'on est un peu qu'on révise un peu quand même. Oui, c'est ça. Estelle Lévy, expliquez-nous les différentes formations pour devenir boulanger. Tout à fait. Déjà, faut savoir que ces CAP, ils sont accessibles à tous. Pas seulement aux jeunes. Oui. Dominique parlait des reconvertis. De 7 à 77 ans. Mais c'est vrai, aux femmes, aux hommes, aux jeunes, moins jeunes. Et il n'y a pas d'âge, donc Cécile, si vous voulez. Ah, mais moi j'adorerais. Et moi j'adore faire des gâteaux. Mais il y a les formations, elles varient. Elles vont de 3 mois à 2 ans, en fonction de votre âge, du temps que vous avez. Est-ce qu'il faut dissocier la boulangerie de la pâtisserie? J'imagine que ce sont deux choses totalement différentes. Là, je parlais du CAP de boulanger. Il y a aussi le CAP de pâtissier. Oui. C'est 2 métiers différents. Et il y a un métier qui est un peu connexe, qui est celui de tourier, qu'on aimerait vraiment mettre en avant. Vous connaissez même pas le nom? C'est quoi un tourier? Je connaissais pas le nom. C'est celui qui fait le tour. Donc c'est un cycliste. Voilà. Non, c'est le patron du rond-point, c'est le mec du rond-point. C'est la personne qui fait les viennoiseries. D'accord. Alors il y a le chemin entre les deux. Eh oui. Et j'ai appris qu'au Luxembourg, ils appelaient ça le viennoisier. Mais c'est dur à dire, donc tourier, c'est bien. Parce que Laurent et Dominique en parleront mieux que moi, mais c'est une technique d'étaler les pâtes, de réussir à après aller laminer. Pour le feuilletage. Et ça, c'est un métier en plein renouveau. À un moment donné, ça avait un peu disparu. Et maintenant, vous voyez des croissants bicolores, vous voyez des innovations vraiment dans les viennoiseries. Et c'est un métier qui a de l'avenir, qui est esthétique, qui plaît beaucoup. Et puis qui est un peu différent des autres. Alors, CAP, pas CAP, formation CAP, boulanger ou CAP pâtissier. Combien de temps? En reconversion pour adultes, ça peut mettre 6 mois avec le stage, et en CAP traditionnel, ça va être 2 ans. D'accord. Ah oui, effectivement. Oui, allez-y. On incite vraiment à faire des formations concrètes, pas en ligne, parce que c'est des métiers qui s'apprennent par la pratique. Et puis il faut apprendre à pétrir, à malaxer, à faire les choses. C'est très difficile d'acquérir les techniques si vous le faites devant un écran. Si vous faites une recette vous-même de cuisine, et puis que tout d'un coup, ça marche pas, si tu as juste ton tuto, tu n'arriveras pas à t'en sortir. Si tu as quelqu'un qui t'explique pourquoi, tu comprendras pourquoi tu l'as pas faite. C'est exactement la même logique. Et après combien de temps, Laurent Bergeron, sur le terrain, finalement, au bout de combien de temps on a la pâte? Pour le coup, on est prêt à y aller. Après les 2 ans de formation, enfin en tout cas pour les jeunes, je dirais environ 2-3 ans pour vraiment être opérationnel, autonome. Ouais. Ah oui, autonome. Le pain français, c'est un marqueur culturel. Vous avez dit que vous étiez parti en Suisse. Ouais. Et est-ce que beaucoup de jeunes diplômés partent se dire, tiens, allez, moi je vais faire ma baguette à New York, à Nouméa, Nouméa c'est la France, à Sydney ou à Buenos Aires? Ça se fait encore beaucoup ou pas? Oui, ça se fait encore beaucoup. Dominique Enract. Oui, alors il faut quand même faire attention, parce que vous savez, ce qui fait que la boulangerie marche beaucoup en France, c'est parce qu'on a 12 millions de clients chaque jour. Oui. C'est-à-dire on a la clientèle en face. Et quelquefois, quand vous allez aux États-Unis, au Japon, etc., vous n'avez pas forcément une culture. Alors ça marche quelquefois au snacking, au sandwich, etc. Mais si vous voulez, c'est pas toujours facile de s'installer en disant, voilà, j'ai de la bonne baguette, c'est la meilleure du monde. Il y a des gens qui n'en mangent pas. Ouais. Donc il y a des réussites, mais pas seulement grâce à la baguette. Et ça s'exporte pourtant bien, la baguette. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à la refaire à l'étranger. C'est-à-dire que s'il faut, si on emporte la farine, le savoir-faire, on a les fours, ça peut être fait, mais ce qui manque quelquefois, c'est le client en face. J'ai vu par exemple, on est allé il n'y a pas longtemps en Floride pour le prix de la meilleure baguette, ils avaient 5 baguettes à 3,50$ pièce, ils en ont vendu 2. Donc parce qu'ils n'ont pas cette culture. Alors ils vont vendre des sandwichs avec de la baguette, etc. Mais si vous voulez, cette prise de baguette tous les jours, c'est très français, quoi. C'est vraiment très français. Qu'est-ce qu'il faudrait à l'avenir, Dominique Enract, finalement, pour
pour faire venir les foules, et qu'on ait de plus en plus de boulangers. D'abord, est-ce qu'on en manque quand même quelque part ? 36 000 communes, il en faudrait au moins une par commune ? Oui, on a à peu près un peu plus que ça. On a 35 000 boulangers, donc presque une par commune. Donc on est à peu près à 10 minutes en moyenne d'une boulangerie en France. C'est quand même quelque chose. Génial. Qu'est-ce qu'il faut là ? Il nous manque, on a 27 000 postes à pourvoir entre boulangers et pâtissiers vendeuses. Il nous faut des jeunes. Et je crois que par exemple des émissions de montrer le parcours par exemple de Laurent, de montrer que dans notre métier on peut réussir aussi. Les meilleurs ouvriers de France, des gars qui moi je suis parti vivre aux États-Unis avec mon CAP de boulanger, de pâtissier, et je suis parti tout de suite. J'ai pu voyager. Donc c'est vraiment un métier qui a beaucoup de choses et il faut qu'on le fasse savoir. C'est-à-dire que même s'il y a eu des crises qui ont été compliquées, on a quand même traversé et les gens peuvent se réaliser. Regardez, Laurent a l'air d'être heureux. Estelle Lévy, beaucoup des jeunes apprentis, quand ils se forment, ils passent combien de temps chez un patron avant de se mettre à leur compte, ou il y en a qui se mettent à leur compte directement ? Alors, le CAP, c'est souvent une première étape. Après, il y a une mention complémentaire. Après, il peut y avoir un brevet professionnel. Souvent, quand on commence jeune, Et c'est quoi la différence entre le CAP et le brevet professionnel ? C'est les niveaux. Le CAP, ça va être niveau, la base, et ça va être un niveau supérieur, ça va être un niveau 4, le brevet professionnel, niveau bac. Mais qui n'est pas obligatoire ou qui est obligatoire ? Pour ouvrir une boulangerie, il faut qu'il y ait un salarié qui ait son CAP de boulanger. D'accord, c'est obligatoire. On peut pas se dire, on peut pas s'improviser boulanger, quoi. Un salarié, c'est pas obligatoirement le patron. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir un brevet professionnel pour ouvrir votre boulangerie. Un CAP suffit. Et quelle est la différence entre... Alors, ça c'est Dominique Enract aussi qui peut nous répondre, l'artisan vraiment boulanger, parce que maintenant il y a des appellations justement pour éviter de mélanger tout le monde. Alors c'est vrai qu'on a une loi de 98 qui stipule, ça c'est très important et c'est unique en Europe aussi, c'est-à-dire que celui qui marque boulanger, boulangerie ou boulangère sur sa façade doit pétrir, façonner et cuire le pain sur place. Donc ça c'est une loi, une réglementation. On a aussi la réglementation pour la baguette de tradition, pas de congélation, pas d'améliorant, etc. Sinon on est quoi ? Dépôt de pain, on est quoi ? Alors là, si vous fabriquez pas le pain, oui, vous faites ce que vous voulez, vous appelez, je sais pas quoi, enfin un nom, mais vous pourrez pas mettre boulangerie. D'accord, ok, très bien. Justement, parlons de ces apprentis qui deviennent boulangers. Pour faire leur alternance, ils vont plutôt en grande distribution, en boulangerie traditionnelle, en boulangerie industrielle, parce que le pain industriel, on en trouve tous dans les rayons des supermarchés, on ne citera pas de marque. C'est quel profil plutôt qui les accueille ? Tous. Tous ? Pour moi, tous. Parce que quand vous êtes jeune, vous allez... Et on trouve facilement dans tous les secteurs ? Oui, parce que nous, c'est culturel l'apprentissage. Oui. C'est pas quelque chose de nouveau. Et on est très fiers de tous nos apprentis. On a 29 000 apprentis dans nos métiers. C'est énorme. Et puis c'est des apprentis, ça fait vraiment partie de notre ADN en fait, l'apprentissage. C'est pas quelque chose... Laurent Bergeron, aujourd'hui, est-ce que vous avez des problèmes de recrutement ? Est-ce que finalement c'est difficile de trouver des apprentis ? En clair, vous êtes dans le pétrin ? Non, pas encore. Mon Dieu, il l'a fait. Non, j'ai actuellement 3 apprentis. Oui. Et puis j'ai dû en refuser parce que problème de place sur Paris, c'est pas facile. Et non, mais sinon il y a quand même pas mal d'apprentis qui se présentent. En termes de recrutement, pareil, c'est du moment qu'on travaille dans de bonnes conditions et qu'on respecte les heures, les jours de repos, tout ça, il n'y a pas vraiment de souci. Et bien voilà, merci en tout cas. Allez, on peut rajouter que maintenant, avec les apprentis qui ont le permis de 17 ans, parce qu'il y a Paris, il y a aussi la province, ça leur permettra de peut-être avoir des postes, se déplacer. Parce que c'est ça qui est important aussi, c'est d'aller pouvoir aller en région faire ses preuves aussi, c'est sympa, et de monter peut-être un commerce demain. Vous restez avec nous, Dominique Enract, président de la Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française. Merci beaucoup, Laurent Bergeron, boulanger dans le 7e arrondissement de Paris, qui a peut-être envie d'aller se coucher, je comprends. Oui, il travaille, c'est parce que là, il a les yeux qui se croisent. Là, il a l'impression qu'on est 40 dans le studio. Merci beaucoup, Estelle Lévy, d'avoir été avec nous, directrice du développement territorial à la Confédération nationale des boulangers pâtissiers, en tout cas Pâtisserie France. Et puis, dans un instant, un autre métier de bouche, les bouchers, avec des personnalités que vous aimez beaucoup. On va en parler dans un instant. Allez, on fait le point et on accueille tout de suite Véronique Langlais, présidente des syndicats bouchers de Paris et vice-présidente de l'Académie de la viande. Allez, à tout de suite, on fait une pause. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi.
Les vraies voix de l'emploi ce soir, on a commencé par le dessert, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le pain, la pâtisserie et le plat. Voilà, 18 000 boucheries artisanales sur le territoire du secteur qui enregistrent près de 2,441 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est quand même assez énorme. En tout cas, c'est un secteur extrêmement porteur. On va en parler avec Véronique Langlais, qui est avec nous, présidente du syndicat des bouchers de Paris et vice-présidente de l'Académie de la viande. Bonsoir. Véronique. J'ai 7 milliards de chiffre d'affaires. Ouais. Oh, pardon. Excusez-moi. Pardon. Bonsoir. Vous arrivez les poches pleines, dites-moi. Et, soyons fous. Ludivine et Alexandre Vidal, bouchers à Cadet-Rousse, dans le Vaucluse, sont avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Et bonsoir. Voilà, c'est ce petit duo qu'on aime beaucoup. Clarissa Bartoulot est avec nous aussi, 19 ans, apprentie bouchère. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Bonsoir. C'est votre première émission radio? Oui. Vous allez voir, ça va très bien se passer. Véronique Langlais, comme avec Dominique Enract, forcément, état des lieux aujourd'hui de la boucherie. Alors, état des lieux de la boucherie. Alors, on est un petit peu plus modeste. On est à 18 000 points de vente. Oui. On est à 10 000 apprentis, 80 000 salariés environ, 7 milliards de chiffre d'affaires. On est présent autant en ville que sur les petites communes, sur les marchés. Et on aime bien tailler la bavette. On est très bonne celle-là. On avait parlé du poids des boulangeries traditionnelles, c'est entre 50 et 60%, disait Dominique Enract. Pour les bouchers, c'est combien par rapport à la grande distribution, etc.? Alors là, j'ai pas les chiffres. Vous n'avez pas les chiffres? Non, pas du tout. Eh ben, vous reviendrez la semaine prochaine. Ok. Avec plaisir. Ludivine et Alexandre Vidal, bouchers à Cadet-Rousse, très joli petit village, très jolie commune. Vous étiez, vous êtes tous les deux bouchers. Hein. Oui, alors moi je suis boucher de profession. Oui. Donc ça fait 15 ans qu'on travaille dans la boucherie. Et après, ma femme est restauratrice. Donc, elle fait tout ce qui est partie de traiteur de la boucherie. D'accord. Donc ça veut dire que Ludivine, vous étiez restauratrice, vous étiez cuisinière, donc chef. Oui, tout à fait. Moi, j'ai fait mon diplôme, en fait, BEP restauration à l'école hôtelière à Avignon. D'accord. Ah oui. Alors comment on arrive à Cadet-Rousse parce que on parle souvent des bouchers dans les grandes villes, mais c'est bien aussi d'être dans des petites communes. C'est ça qui est intéressant. Alors j'ai repris le magasin de mon maître d'apprentissage. Ah oui, bah tiens, c'est un peu comme tout à l'heure. La transmission. Oui, la transmission. Et boucher, d'où ça vient? C'est quoi votre parcours? Alors, à la base, j'étais dans la restauration. Oui. Et en fait, j'ai vu que je voulais faire restauration avec un gros diplôme. Donc, être restaurateur dans des gros hôtels, voilà. Et je n'avais pas l'intellectuel pour. N'importe quoi. Donc, je suis revenu sur la boucherie. Ah oui, et la boucherie m'a beaucoup plu, en fait, tout simplement. Travailler la viande, travailler la charcuterie, recevoir des carcasses et les travailler et en faire ce qu'on a envie de faire. Parce que l'imagination fut qu'on peut faire des belles choses avec l'imagination. Donc voilà. Et avec de beaux produits, parce que c'est ça qui est intéressant. Et avec de très beaux produits. Alors, voilà. On se posait la question tout à l'heure, qu'est-ce qui fait la qualité d'un bon boulanger? Qu'est-ce qui fait la qualité d'un bon boucher? Sa manière de sélectionner les carcasses, c'est quoi? C'est uniquement l'élevage de la viande? Parce qu'après, on découpe à peu près de la même manière. C'est quoi, Véronique Langlais? Non, à mon avis, il y a autant de bons bouchers que de bouchers. Enfin, j'ose l'espérer, je les défends, donc voilà. C'est la passion, c'est connaître ses produits, l'origine, c'est savoir les sublimer aussi par un savoir-faire qu'on a acquis avec les années, parce que ça s'acquiert pas en une année ou 2 années. C'est le réseau aussi, c'est la cohésion aussi entre professionnels, parce qu'on aime bien se fréquenter, se connaître. C'est un ensemble de choses en fait. Et puis on a nos affinités par rapport aux races. Par exemple, on est sur un territoire, on n'est pas forcément obligé de travailler les races du territoire. Ah, c'est sûr souvent, que les races bovines à Paris 17e, il y en a pas beaucoup en général. Non, mais moi j'ai plaisir à travailler
travailler les races de la France, mais par exemple, alors il est vrai que quand on est dans le Limousin, on aime bien travailler les races locales, mais on a des gens, par exemple, qui sont dans le Limousin et qui préfèrent travailler la blonde d'Aquitaine ou la charolaise. Oui, voilà, par exemple, ou de la normande. Enfin, j'extrapole parce qu'il y a énormément de races, mais c'est vraiment une sensibilité particulière. Mais ce qui nous réunit tous, quand même, c'est la passion. La concurrence, Alexandre Vidal ou Ludivine, ce qui est un peu plus le cas pour les bouchers que pour les boulangers, c'est forcément les grandes surfaces. Comment aujourd'hui on arrive finalement à détourner ces gens qui allaient dans des boucheries de grandes surfaces à revenir chez son boucher? En fait, c'est la qualité du produit, tout simplement. Comme on dit, on travaille le produit français. Donc c'est vrai que ça a une grosse différence quand même avec l'industriel. Donc voilà, on peut choisir nos viandes, on peut choisir les carcasses. Et puis on peut pas appeler ça une concurrence en fait, parce que moi j'appelle ça une concurrence quand c'est vraiment de la qualité supérieure, qu'on travaille la même chose. Voilà. Ça, c'est une concurrence. Moi, l'Intermarché, le Carrefour, le Auchan, c'est pas de la concurrence pour moi. Voilà. Oui, parce que... Non, et puis il y a le sourire, il y a la personnalité aussi. Et puis, voilà, on a On n'a pas la même approche avec la clientèle. Voilà. On a plus une clientèle de grande surface, on va dire. C'est une clientèle, en fait, qui est une clientèle de n'importe quelle monnaie. Voilà, alors que nous, c'est vrai qu'on a une clientèle, en fait, plus... qu'on fidélise et une clientèle qui en fait cherche justement dans une petite boucherie la qualité, le savoir-faire, le goût de la bonne viande, voilà, qui savent qu'ils veulent manger une bonne entrecôte ou une bonne bavette, voilà. Véronique Langlais, c'est vrai que une petite boucherie. La boucherie traditionnelle n'est pas automatiquement plus chère que la grande surface, surtout quand on fait un ratio rapport qualité-prix. Même à l'inverse, parce que quand on regarde le prix au kilo, souvent on est inférieur, surtout par rapport à la prestation, parce qu'on prend vraiment soin. Et puis il y a un truc aussi qui nous définit, pardonnez-moi, c'est qu'on connaît les habitudes de nos clients, on connaît leurs morceaux préférés, leurs recettes favorites, et c'est ce qui fait notre force finalement, ce lien. Et puis il y a de la fabrication maison, par exemple, c'est vrai que nous on fabrique notre saucisson, notre jambon blanc. Je peux avoir l'adresse Et bien, la question, on parlait des boulangers, des pâtissiers. C'est quoi la différence? C'est très différent le métier de boucher et de charcutier. On parlait des boulangers, des pâtissiers. Oui. Le boucher, en fait, ça n'a rien à voir. C'est une transformation. Oui. Ça n'a rien à voir. C'est une transformation de viande. Donc en fait, il faut quand même avoir un savoir-faire. Et puis le boucher, c'est cru. Et le charcutier, c'est plutôt cuit. On est sur des produits transformés. Non, pas forcément. Enfin, plus souvent quand même. Parce que quand on fait des pancetta, des copas, des saucissons, tout ça c'est du séché. Donc c'est du cru séché. Oui aussi. Voilà. Comment ils vous ont mouché, Véronique Langlais? Oh la honte. Non, mais pour moi, le boucher, moi je suis issue de la cuisine, j'ai fait une école hôtelière, donc pour moi, le boucher, le charcutier et le cuisinier sont trois métiers complètement différents. Et c'est vrai que j'associe beaucoup plus la charcuterie à du transformé. C'est un métier dans lequel on manque de bras aujourd'hui, la boucherie. 5000 postes à pourvoir environ. C'est beaucoup quand même. Et sur quelle typologie d'expertise de métier? De boucher pur ou finalement de... Alors, boucher pur, et après il y a aussi les vendeurs. Ceux qui, en fait, dans les bouchers, vous avez celui qui va préparer la viande, et dans notre métier, on vient de mettre en place le CAP de vente pour les personnes qui n'ont pas forcément les compétences. Ça n'existait pas? Non. Incroyable. Qui n'ont pas les compétences de préparation, parce qu'il faut savoir que c'est un métier où on part d'une carcasse que l'on valorise, on découpe, on épluche, on désosse et en finale, on affine aussi la viande comme du fromage, on la fait maturer un nombre de jours afin qu'elle soit tendre, et c'est un vrai métier. Et aujourd'hui, on a 5000 postes à pourvoir en boucher pur, et après, il y a effectivement aussi, on peut mettre des vendeurs. Et Ludivine et Alexandre, vous comptez vous étendre ou pas? Non, vous savez, on reste petit. Non. Voilà, on reste petit dans notre petite boucherie tranquille de village de campagne. On a déjà développé pas mal de choses dans le traiteur, justement, où en fait on fait plus que du traiteur de rayon. On fait aussi le traiteur en fait familial, tout ce qui est gros couscous, tout ce qui est choucroute, paella. Et ensuite on fait le traiteur aussi
d'apéro dînatoire un peu travaillé, un peu luxueux, où justement en fait on travaille tous ces produits-là pour tout ce qui est mariage, baptême, communion. Donc c'est vrai qu'on a dû embaucher notre apprenti qu'on a gardé pendant 3 ans pour pouvoir justement déjà assurer tout ce service-là. Eh ben, vous voyez que vous grandissez. Ah bah oui. Alors, allez, vous restez. Oui, on est plus qu'une boucherie où on vend simplement de la viande. C'est sûr que... Je suis modeste, madame. Allez, vous restez avec nous, Ludivine et Alexandre Vidal. Et vous aussi, Véronique Langlais. Dans un instant, on fera un point du côté de Clarissa. 19 ans, apprentie bouchère. Elle est ravissante et elle est bouchère. Donc, et comme j'ai quoi... pu constater qu'elle faisait des choses magnifiques. On va en parler. Et c'est intéressant de se dire que la féminisation dont parlait tout à l'heure Dominique Enract en boulangerie, et ben ça s'étend aussi en boucherie. On en parle dans un instant, on fait une petite pause, à tout de suite. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. On vous parle de 2 métiers qu'on aime beaucoup, qui sont des commerces de proximité. C'est important de le dire aussi. Important dans les communes françaises, il y a forcément un boulanger, ça c'est sûr. En tout cas, sur 36 000, il y en a au moins 35 000. Et puis, on en parle avec Véronique Langlais, président du syndicat des bouchers de Paris et vice-président de l'Académie de la viande. Et avec vous, on est à combien 18 000. La moitié. Ouais. Non, mais ça monte. Franchement, ça monte. Ouais. Avec Ludivine et Alexandre Vidal boucher à Cadet-Rousse, dans le Vaucluse. Il vous a fallu du temps, Ludivine et Alexandre Vidal, finalement, pour vous mettre à votre compte, pour vous lancer. Oui, on a mis quand même une bonne dizaine d'années. Ah oui. En fait, je vous explique. C'est juste que, en fait, il faut faire quand même des maisons. Il faut faire de la grande surface, il faut faire des petits bouchers, il faut faire de l'intérim. Et avec tout ça, en fait, on sélectionne, on en prend et on en laisse, et après, on ouvre quelque chose. Alors, on a une jeune qui a été sélectionnée par Véronique Langlais pour être son apprentie. Non, c'est le contraire. C'est elle qui nous a sélectionnés. Ah bon, d'accord. Clarissa Bartoulot, 19 ans. On l'a sélectionnée. Je suis allé voir un peu à la boucherie. Vous avez fait un rôti de porc avec du chorizo, on parle de charcuterie, du fromage, des tomates confites. Vous faites ça de vos doigts, en plus c'est magnifique à regarder. Comment est-ce que vous êtes devenue bouchère, en formation à 19 ans? Comment ça s'est fait, votre parcours et ce choix? J'ai commencé à travailler dans une boucherie en tant que vendeuse. Et mais totalement par hasard, parce que vous cherchez du travail, d'accord. De base, j'avais rien à voir avec la boucherie. J'avais passé mon bac, un bac ES au Mexique. Ah oui. Avant d'arriver en France et. Oui, à part faire des castagnettes, je vois pas ce qu'on peut faire. On peut faire du chili con carne aussi. On peut faire du chili, vous avez raison. Et tout à coup, au contact finalement des bouchers ou des bouchères, je sais pas si c'est. Oui, c'était un boucher. C'était mon premier maître d'apprentissage. J'ai commencé en tant que vendeuse. Et après, j'ai commencé à pratiquer la désosse. Sans commencer mon CAP, et je le faisais parce que j'aimais bien le faire. Mais et après, du coup, on m'a proposé de commencer un CAP, et j'ai tout de suite dit oui parce que j'aimais vraiment le métier. Est-ce qu'on peut, Véronique, pardon, Philippe, est-ce qu'on peut ce métier, on peut d'abord l'apprendre effectivement en étant au début ce qu'elle dit, vendeuse, et l'apprendre. Et est-ce qu'on est obligé finalement de faire un CAP? C'est obligatoire aujourd'hui? Alors le CAP n'est pas obligatoire, mais est quand même. Oui, et parce que c'est ce que disaient tout à l'heure Ludivine et Alexandre, 10 ans finalement de pratique. Parce qu'en fait, le CAP déjà c'est une première arme même pour s'installer après, et puis ça ne s'acquiert pas en 5 minutes, on acquiert les bases. C'est combien de temps? Alors justement, on a plusieurs possibilités. On a le CAP en 1 an, le CAP en 2 ans, et après on peut enquiller, si je puis me permettre, avec un brevet professionnel. Mais c'est quand même un métier qui est dans le savoir-faire. Il faut toujours renouveler le geste. C'est quand même un produit qui est coûteux, et on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, forcément, quand vous regardez votre parcours, Clarissa, vous en êtes où déjà? Est-ce que là vous êtes toujours en formation? Ça veut dire que vous avez passé votre CAP pour l'instant? Non, je viens de commencer mon CAP. D'accord. J'ai commencé en septembre 2023. Et vous, c'est sur 1 an ou 2 ans? En 2 ans. En 2 ans. Pourquoi le choix de 2 ans? C'est quoi la différence finalement? En fait, au début, j'allais le faire en 1 an, comme j'avais un bac.
Mais du coup, comme je l'ai passé à l'étranger, j'ai pas pu le faire en 1 an. Ah oui. Mais au début, ça m'embêtait un peu de savoir que je devais le faire en 2 ans, mais après, en vrai, je préfère ça. Mais question, quand on est une apprentie comme Clarissa, le magnifique rôti de porc dont je parlais tout à l'heure, c'est vous qui lui avez appris ou vous pouvez dire à l'apprenti, écoute, fais jouer ton imagination, crée-nous un nouveau produit. Sauf que Clarissa est particulièrement douée. Ouais. C'est la meilleure que nous ayons depuis 30 ans. Ah oui. Merci. Je peux vous le dire. Non, c'est vrai. Elle est en tout début. Et déjà, elle maîtrise parfaitement les rudiments. Donc, on peut lui demander... Alors là, c'est vrai que c'est une spécialité que nous faisons, mais elle écoute, en fait, elle imprime tout de suite quand on lui dit quelque chose. Et en principe, ce qu'elle fait, on le fait en 2e année. Et surtout, elle va pouvoir maintenant, elle, réfléchir à des possibilités... Parce que c'est infini, hein. On peut faire des rôtis de porc, des rôtis de veau, des rôtis de ce qu'on veut. Devenir meilleur ouvrier de France, hein, peut-être. Mais moi, je la vois déjà en meilleure apprentie de France, déjà pour le concours l'année prochaine. On sent qu'elle vous a fait un effet bœuf. Hein. Non, mais ce qui veut dire, c'est intéressant ce que vous dites, Véronique. En tout cas, quand je l'écoute, c'est sans finalement se chercher du travail par hasard, vraiment hasard. Elle n'aurait pas eu ce métier-là. Donc, ce sont vraiment, en tout cas, que ce soit la boulangerie, la pâtisserie ou la boucherie, des métiers qui se pratiquent. Il faut être entouré. Il faut être entouré de quelqu'un qui vous transmet quelque chose. Oui, c'est vraiment de la transmission. Mais on voit aussi, il y a quand même une belle évolution dans notre métier, c'est qu'on a de plus en plus d'enfants, j'appelle ça des enfants de moins de 15 ans, qui viennent à nous, donc en sortie de 3e, qui n'ont pas toujours 15 ans et qui viennent à nous par passion. Et qui deviennent après de vrais professionnels. C'était pas le cas il y a encore quelques années où on pensait que la boucherie, c'était un peu une voie de garage. Donc moi je suis assez contente il faut sortir de ça, c'est fini ce temps-là. Voilà, c'est ça. On a des gens c'est un choix, c'est un métier, un beau métier. Et des petits. Absolument. Donc c'est ça qui est bien. Comment ça se passe un apprentissage? On est pas une semaine à l'école, une semaine à la boucherie. Comment ça fonctionne, Clarissa? On est plus souvent à la boucherie qu'à l'école. C'est 1 semaine sur 3 à l'école. Et je trouve que c'est assez bien comme ça, parce que en alternance, finalement, c'est sur le terrain, en vrai, dans la vraie vie, que vous apprenez plus rapidement. Vous vouliez faire quoi, Clarissa, quand vous étiez petite, à la base? Moi, au début, j'étais plutôt dans l'art. Ouais. Et du coup, j'aimais beaucoup le dessin, la peinture. Je voulais faire les beaux-arts. Ouais. Elle dessine merveilleusement bien en plus. Les beaux-arts de la boucherie, on est dedans. Complètement, franchement. La boucherie est un art aussi. Et il faut être créative et... Alors, ce qui est intéressant en parlant d'art, c'est que finalement, ces métiers deviennent de l'art puisqu'ils sont déclinés à foison sur les réseaux sociaux. Il y a des bouchers extrêmement connus, étrangers, j'en suis un, qui découpe de la viande toute la journée. Il le fait avec une espèce il y a un truc chez lui, mais ça devient de véritables artistes, hein, comme la boulangerie Dominique Enract. Hein. Grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, on voit des expertises. C'est vrai qu'ils arrivent maintenant à se faire connaître partout dans le monde et ça fait ressortir tous les talents, beaucoup plus qu'avant, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement, Véronique Langlais, sur forcément, hein, sur la boucherie bashing aujourd'hui, de dire que finalement les Français aiment leur boucher et que c'est quoi le sujet? C'est une toute petite minorité, effectivement, qui fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux, qui est aussi très imprégnée dans la presse, mais force est de constater, et on l'a vu avec la pandémie, que les commerces de proximité, et notamment nos métiers, sont quand même toujours publicités par les consommateurs, par même les territoires, parce que dans chaque territoire, il y a des spécificités dans nos métiers, et c'est ça qu'il faut retenir. De quel type, par exemple? C'est quoi les spécificités? Par exemple, certaines découpes, certaines spécialités qu'on trouve plus dans le sud que dans le nord. Il y a des noms d'ailleurs qui sont employés dans certaines régions. Par exemple, la pièce noire, qui est une partie du rumsteak, qui n'est pas usitée par ailleurs, quoi. Ah, c'est drôle. Je ne savais pas du tout. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Véronique Langlais, présidente du syndicat des bouchers de Paris et vice-présidente de l'Académie de la viande. Ludivine, Clarissa, on sera très contente. Bartoulot, 19 ans, apprentie bouchère
de savoir que vous serez peut-être, en tout cas, l'apprenti meilleur apprenti de France. Ce serait génial. Ludivine et Alexandre Vidal-Boucher à Cadérousse, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on sera ravis en tout cas de venir déguster quelques mets chez vous. Et merci beaucoup Dominique Oract d'avoir été avec nous, un président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Merci beaucoup pour ces belles galettes que nous allons déguster avec plaisir. Laurent Bergeron, merci pour la galette. Boulanger dans le 7e arrondissement de Paris, si vous passez par là, je vous incite à vous y arrêter. En tout cas, merci d'avoir été avec nous et merci Estelle Lévy, directrice du développement territorial à la Confédération nationale de boulangerie-pâtisserie française. Voilà, si après ça on est mince, je ne comprends rien. Voilà, c'est ça. Hein, regardez-moi. Oui, bien sûr, vous êtes courbe. Vous êtes courbe, Philippe, ne vous emballez pas. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. On vous retrouve demain à 17h pour les vraies voix. Et en attendant, on va parler d'Emmanuel Macron dans quelques instants, puisqu'à 20h15, ce sera la conférence de presse depuis l'Elysée du président de la République. Et on va décrypter vos attentes, en compagnie de Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, et Arnaud Benedetti, politologue et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Allez, bougez pas, on revient dans un instant, à tout de suite.